Okay, hello everyone. Looks like we have a Bonjour good à tous. number of people here, Je so crois very que nous avons happy. suffisamment de participants. C'est une bonne chose. Bienvenue à ce webinaire sur les métadonnées d'accessibilité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Très bien. Grégorio et Christina sont avec nous et nos interprètes également. Nous allons parler des points d'ordre administratifs dans un instant. Donc, bon après-midi. Bienvenue à ce webinaire sur les métadonnées accessibles et l'exportation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabrielle Echeverry. Je suis une directrice exécutive de Livre Canada et c'est un plaisir de présenter nos présentateurs. Ils seront là pour la présentation, mais également pour répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Comme d'habitude, avant de commencer, quelques points d'ordre administratifs. Il y aura de l'interprétation disponible si nécessaire. La présentation prendra à peu près une demi-heure et nous aurons 30 minutes pour les questions par la suite. Nous verrons combien de temps cela dure. Donc, pour ceux qui ont besoin de l'interprétation, pour ceux qui n'ont pas besoin d'interprétation, vous n'avez pas besoin d'activer la fonction d'interprétation, bien sûr. Si vous avez des problèmes d'ordre technique, avisez-nous. Nous allons prendre les questions dans les deux langues à la fin de la présentation. Vous pourrez utiliser la fonction question et nous pourrons vous répondre à vos questions. Donc, n- nous répondrons aux questions à la fin. S'il y a des problèmes d'ordre technique, ou alors si vous avez des questions et que nous ne pouvons pas y répondre, vous pouvez nous les envoyer par courriel et nous vous répondrons par la suite. Bien sûr, s'il y a des problèmes avec Zoom, avisez-moi. Je verrai. Mais jusqu'à maintenant, je constate que je n'ai pas reçu de message quant à un problème technique. Donc, je vais débuter avec la présentation du webinaire. C'est un plaisir de présenter la suite du webinaire qui a été présenté au mois de novembre sur les métadonnées d'accessibilité et de l'exportation. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui se penche sur les aspects plus techniques des métadonnées. Donc, nous en apprendrons davantage sur la façon dont nous pouvons créer les métadonnées dans différents contextes. Et nous avons des nouvelles très intéressantes de la part de Grégorio également. Avant de débuter la présentation, j'aimerais j'aimerais remercier l'équipe des presses canadiennes. Donc, ils ont pu permettre cette présentation. Nous sommes très chanceux d'avoir des fonds euh, sécurisés ainsi, par exemple, grâce à Patrimoine Canada et les presses canadiennes. Cela a cours depuis plusieurs années maintenant et cela nous permet de mettre sur pied ces projets.
et c'est quelque chose d'essentiel pour nous et pour l'industrie. Donc, merci à la COP et merci à Gregorio et Christina. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Merci. Je vais partager mon écran. Christina pourra débuter avec la présentation. Christina, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci de me permettre à participer à cet événement. Je vois certains noms que je connais dans la liste des participants. Donc, je vais offrir un peu d'informations sur ce que nous faisons, notre organisation. Donc, je m'appelle Christina Mussolinelli, secrétaire générale de la Fondation LIA. Nous sommes impliqués dans différents groupes et dans l'industrie de l'édition par rapport à l'édition et la publication. Tout ce que nous vous présentons aujourd'hui est basé sur les normes internationales. Donc, la Fondation LIA s'assure que l'accessibilité soit concrète dans le domaine de la publication. Il y a également Gregorio Pellegrino, qui est ingénieur. Il a un parcours en publication et il est, depuis l'an passé, notre expert et dirigeant principal de l'accessibilité. Il fait partie de nos activités par rapport à la formation et il prend part aux organisations nationales et internationales. Il se concentre, par exemple, sur différents groupes, par exemple, sur la mise en page et sur la production plus traditionnelle, car nous croyons que l'accessibilité devrait être ancrée le plus possible dans la production et ce, dès le début. Lors du dernier webinaire, nous avons offert de l'information sur les normes, le pourquoi de l'accessibilité, comment créer des métadonnées d'accessibilité, comment fonctionne le système LIA et ce que le travail possible, et comment afficher les métadonnées d'accessibilité aux utilisateurs finaux. Et finalement, que pouvons-nous faire si la publication n'est pas accessible? Et bien sûr, il y avait une période des questions à la fin. Donc, vous pourrez poser vos questions dans le clavardage et nous tâcherons d'y répondre à la fin de la présentation. La Fondation LIA est une fondation, disons, particulière, car c'est une fondation à but non lucratif créée par l'Association des éditeurs de l'Italie. Je ne crois pas qu'il existe d'autres organisations de ce genre. De plus, nous avons parmi nos partenaires l'Association italienne de dyslexie, car des gens qui souffrent de dyslexie peuvent tirer profit des caractéristiques de publication accessibles. De plus, nous avons des organisations spécialisées et nous avons par exemple la Bibliothèque italienne pour les aveugles Regina Margherita qui a rejoint notre fondation. Nous savons comment cette organisation procède. De plus, nous avons des maisons d'édition qui font partie de la Fondation LIA. Nous avons 17 maisons d'édition membres et nous avons les principales maisons d'édition, mais également des maisons d'édition à plus petite échelle. Et nous avons donc des maisons d'édition. Et en fait, nous voulons offrir les mêmes accessibilités aux personnes aveugles ou partiellement aveugles. Ainsi, nous travaillons étroitement avec différentes bibliothèques et différentes plateformes de prêt numériques.
Ainsi, les gens peuvent acheter un accès à la publication, tel que requis par la nouvelle loi européenne sur l'accessibilité. Cela requiert que tous les clients aient accès aux mêmes normes d'accessibilité en Europe. Et nous voulons ainsi pouvoir euh, faire bénéficier notre écosystème et notre industrie. Prochaine diapo, merci. Donc, la Fondation LIA souhaite promouvoir la culture de l'accessibilité dans le domaine de l'édition. Nous voulons permettre aux lecteurs incapables de lire et imprimer de choisir comment, quand et surtout quoi lire. Et nous voulons ainsi améliorer l'intégration sociale et d'encourager la participation des lecteurs au monde de la culture et de l'éducation. Nous parlons de contenu également de contenu académique et scolaire. Donc, ce sont le genre de publications numériques que les éditeurs peuvent produire également. Nous faisons également de la recherche et du développement dans le domaine de l'accessibilité numérique. La Fondation organise des événements de sensibilisation, propose des cours de formation et nous offrons également des services aux éditeurs. Et les services sont surtout des services de consultants, de la formation. De plus, nous faisons de l'assurance qualité et des services afin de vérifier, d'évaluer la qualité des fichiers et des documents offerts. Cela est relié aux métadonnées, car comme Grégorio l'expliquera plus tard, le contrôle de qualité est relié aux métadonnées. Comme mentionné plus tôt, nous n'inventons pas les normes. Tout ce que nous faisons est basé sur des normes préexistantes. Nous faisons partie de différentes organisations reliées à la normalisation. Nous avons, nous sommes, nous faisons partie du World Wide Web Consortium. Nous travaillons également avec l'IPOB. Nous travaillons donc avec des gens qui gèrent la normalisation et la normalisation d'accessibilité. Nous faisons aussi partie du DAISY Consortium. La Fondation LIA voulait créer un écosystème constant pour différents formats. Et c'est la première fois qu'un format pouvait être partagé par les éditeurs et les gens impliqués. Nous avons également le groupe de production TIES et de la norme diagramme. Par exemple, nous expliquons comment créer des métadonnées, comment euh, gérer les différents fichiers. Nous travaillons également avec avec un organisme qui milite pour la normalisation des données pour les personnes aveugles. Nous faisons partie de l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation. Nous voulons, Nous comprenons qu'il est important de se fier aux normes internationales, bien sûr. Et aujourd'hui, ce qui est très important pour la présentation, nous faisons partie d'éditeurs. Nous avons commencé à travailler avec eux en 2011. Nous voulions définir avec eux euh, le code Onyx 196 et nous travaillons également avec schema.org par rapport aux métadonnées
et de schéma. Maintenant, je vais céder la parole à Grégorio. Merci, Christina. Pour débuter, j'aimerais faire un rappel de ce qui a été mentionné et abordé lors du webinaire précédent pour nous assurer de tous être au même niveau. Donc, pourquoi est-ce que l'accessibilité, les métadonnées accessibles sont importantes? C'est au niveau social, c'est au niveau également de l'innovation et par rapport à aux chaînes d'approvisionnement. Et bien sûr, il y a un appui d'un point de vue législatif. Comme vous le savez, en Europe, nous avons nous avons l'acte législatif européen sur l'accessibilité qui a débuté l'an passé. Et les critères de cette loi sont reliés à la disponibilité de produits accessibles aux utilisateurs finaux. Et il y a également des normes nécessaires par rapport aux matières d'affichage des métadonnées et, et en matière de commerce électronique pour les utilisateurs finaux. Donc, quelle est l'importance des métadonnées d'accessibilité? Donc, c'est le lien entre les différents partenaires de l'écosystème numérique accessible. Nous avons des éditeurs jusqu'aux utilisateurs finaux. Donc, avec les métadonnées, vous pouvez offrir de l'information quant aux caractéristiques de vos publications numériques. Donc, sans les métadonnées, les livres numériques sont invisibles. Par exemple, si vous dépensez beaucoup d'argent sur une publication numérique, mais qu'il n'y a pas de métadonnées, cela veut dire que tout votre travail effectué est complètement caché aux lecteurs, aux utilisateurs finaux. Donc, vous perdez du temps et de l'effort, car les utilisateurs finaux ne sont pas conscients que le produit existe et ils ne peuvent pas télécharger, ils ne peuvent pas utiliser d'échantillons pour utiliser le produit. Donc, qui crée les métadonnées d'accessibilité? Chaque partenaire peuvent avoir un rôle à jouer. Donc, il y a l'éditeur. Ils sont familiers avec les éditeurs connaissent les formats numériques du format, mais ils n'ont pas nécessairement de grandes connaissances par rapport aux métadonnées d'accessibilité parce que c'est un sujet très complexe. Il y a plus de 40 valeurs différentes qui peuvent s'appliquer et ensuite, nous avons les distributeurs. Les distributeurs sont généralement assez férus, connaissent plutôt bien les métadonnées d'accessibilité. Ils peuvent être familiers avec l'accessibilité, mais ils n'ont pas nécessairement les connaissances spécifiques sur le sujet. Et finalement, il y a le certificateur d'accessibilité. Donc, les partenaires qui s'assurent de la qualité de la publication. C'est le travail que nous effectuons au sein de l'IA. Nous évaluons les publications. Nous le faisons avec différentes vérifications, différents outils et je vous montrerai les résultats un peu plus tard. Ainsi, nous créons automatiquement des métadonnées d'accessibilité. Nous vérifions fichier par fichier, page par page et nous créons donc des métadonnées d'accessibilité. Il y a bien sûr plusieurs défis liés à la gestion des métadonnées d'accessibilité. Comme mentionné un peu plus tôt, il y a un besoin d'ensemble de compétences précis. De plus, euh, il y a un grand nombre de données à gérer. Par exemple, l'an passé, nous avons ajouté plus de 10 nouveaux codes sur les métadonnées d'accessibilité pour les publications numériques et c'est pourquoi beaucoup de données doivent être gérées. Donc, il y a un il est nécessaire de faire un appel à des experts.
il existe des normes quant à l'accessibilité et nous constatons qu'il y a différentes normes pour différentes compagnies. Nous avons par exemple Onyx est utilisé par de grandes maisons d'édition et qui permettent d'annoncer un livre et d'envoyer l'information du livre sur le livre numérique également à différents magasins. Ensuite, nous avons Métadonnées EPUB qui sont à l'intérieur de la publication, donc à l'intérieur du fichier pour qu'il soit téléchargé et lu sur un appareil numérique. Et nous avons la norme marque avec différentes saveurs, disons, qui est surtout utilisée dans l'écosystème des bibliothèques. Donc, il existe différentes normes et différentes méthodes d'exprimer les métadonnées. Et c'est pourquoi il faut se concentrer sur les métadonnées lisibles par machine. Qu'entendons-nous par ceci? Il faut que ce soit interprété de façon automatique par des machines. Nous verrons ce que cela implique. Par exemple, pour les humains, ce n'est pas facile à comprendre, mais les choses peuvent être interprétées par des machines et les machines peuvent localiser les métadonnées dans différentes langues, par exemple. Elles présentent les métadonnées, elles peuvent trouver la bonne façon d'exprimer, de représenter les métadonnées. Donc, elles peuvent vérifier et valider les métadonnées et les machines ainsi s'assurent que la publication est adéquate. Donc, pour nous, l'importance de métadonnées lisibles par les machines est très importante. Nous regardons la chaîne d'approvisionnement. Nous regardons la dernière étape, soit l'étape où le lecteur utilise une plateforme de prêt ou une plateforme d'achat et nous et donc les lecteurs peuvent en apprendre sur l'accessibilité. Nous travaillons très fort sur les lignes directrices sur l'affichage des métadonnées d'accessibilité. Donc, nous sommes prêts à débuter. Aujourd'hui, le contenu sera un peu plus technique. Nous regarderons les deux normes sur l'accessibilité et les métadonnées EPUB. Nous allons regarder les codes, mais ne vous en faites pas, nous allons nous assurer que ce soit compris par tous. Et nous allons regarder les différents outils qui pourraient euh, vous être utiles afin de créer des métadonnées et comprendre et ajouter les métadonnées dans vos publications. Débutons avec cette diapo. Les métadonnées d'accessibilité de vos livres numériques sont stratégiques dans de nombreuses situations. Par exemple, pour les sites de vente de livres numériques, les sites web, les services de bibliothèque numérique, pour les catalogues de livres en vente sur le marché. Donc, les catalogues qui montrent, qui font état de tous les livres, les publications disponibles. Le site web de l'éditeur également, qui montre l'engagement de la maison d'édition quant à l'accessibilité. Les plateformes d'apprentissage en ligne également pour les professeurs. Ce doit être important pour l'achat et pour ce qui sera montré en classe et les matériels publicitaires imprimés. De plus en plus euh, de, de publicitaires montrent qu'il y a des caractéristiques d'accessibilité avec les différents produits vendus. Maintenant, passons aux normes pour exprimer les métadonnées d'accessibilité. J'adore Onyx. Onyx utilise des normes puissantes. La norme a été adoptée au Royaume-Uni, mais la norme est également utilisée à l'extérieur du Royaume-Uni. C'est pas pour les livres imprimés. Et cela permet
de communiquer de façon conforme. Donc, il n'y a rien d'incongru, tout est régi par la norme. Nous avons la liste de code 196 qui décrit les caractéristiques d'accessibilité des publications numériques. Au sein de cette liste, nous avons trois types de données que nous pouvons exprimer. Ce sont les groupes. D'abord, nous avons la conformité avec les lignes directrices en matière d'accessibilité. Donc, vous voulez exprimer que votre publication est conforme avec une norme connue. Il y a le code O1, car ensuite, nous avons les codes par rapport à la conformité d'accessibilité de livres numériques et des directives. Par exemple, relié à l'accessibilité. Donc, le deuxième code est relié aux caractéristiques d'accessibilité du livre numérique. Par exemple, les tables de matière interactive, les index. Il y a les textes alternatifs pour les images. Donc, finalement, nous avons les liens vers les renseignements détaillés sur l'accessibilité. Par exemple, si vous avez un certificateur, cela permet à l'utilisateur final de confirmer ce qui fonctionne. Donc, nous avons des liens avec les sites web des éditeurs par rapport à l'accessibilité. Donc, d'habitude, nous utilisons un intermédiaire ainsi ou le site web de l'éditeur. Donc, comment nous mettons les métadonnées dans un X? Nous utilisons donc l'élément Product Form Feature. Je vous montrerai cela dans quelques diapos. Il y a le Product Form Feature Type qui est basé sur, qui est fixé à 0,9, qui signifie Accessibility Detail of Electronic Publication. Et finalement, nous avons le Product Form Feature Value qui est fondé sur la liste de code 196. Par exemple, ici, vous avez des instructions de code Onyx. Vous voyez ici Product Form Feature avec Product Form Feature 09 relié à l'accessibilité et Product Form Feature Value. Ici, nous utilisons 03. 03 est relié au code 196. Ici, vous pouvez le voir que 03 est relié à la spécification d'accessibilité EPUB 1.0 AA. Donc ici, nous pouvons constater que la publication est conforme quant à l'accessibilité reliée à cette norme avec ce type de code. Donc, par rapport à la table des matières interactives, eh bien, je peux utiliser ce code et passer de 03 au code 11 pour la table des matières. Très bien. Maintenant, nous pouvons passer à la prochaine diapo. Nous pouvons passer donc aux métadonnées EPUB. Donc, avec l'utilisation de schéma.org, qui est très utile pour les sites web.
Et pour créer une publication qui est conforme aux lignes directrices d'accessibilité EPUB, il faut mettre les données accessibles métadonnées au sein de la publication et ces métadonnées vont inclure les valeurs de schema.org et autres. Donc, voyons donc quelles sont les valeurs de schema.org. Les données qui sont disponibles dans notre EPUB. Et ici, le Access Mode qui est obligatoire. Cela veut dire un système sensoriel et perceptif humain qui est une faculté cognitive aussi nécessaire au traitement ou à la perception d'un contenu. Un exemple, c'est visuel. Donc, il faut que quelqu'un soit capable de lire tout le contenu en utilisant ses yeux. Et une perception, il faut aussi avoir une représentation contextuelle pour comprendre le contenu. Donc, quelqu'un voit les images et autres. Et accessibility hazard, donc des dangers potentiels dans le contenu, tels que les flashs ou les simulations des arts martiaux et autres. Et accessibility features est aussi obligatoire, tels que les caractéristiques et adaptations qui contribuent à l'accessibilité générale du contenu. On voit ici l'accessibility summary et deux fois c'est facultatif. C'est un champ libre dans lequel vous pouvez saisir toute l'information que vous ne pouvez pas nécessairement exprimer dans d'autres champs. Et l'idée ici, Accessibility Summary, c'est pas nécessairement de dupliquer ce que vous avez déjà fait, mais c'est là pour ajouter autre chose si nécessaire. Et on a Access Mode Sufficient qui est un champ assez intéressant même si c'est facultatif, ainsi que l'Accessibility Summary, qui est aussi facultatif. C'était obligatoire dans l'ancienne version, mais maintenant c'est facultatif. Et Access Mode Sufficient est un ensemble d'un ou plusieurs modes d'accès suffisants qu'on peut utiliser pour avoir plus d'un ensemble de modes d'accès suffisants pour sa consommation. Donc, cela veut dire qu'avec mes yeux, je peux avoir accès au contenu de la publication. Et si j'ai Access Mode Sufficient, cela veut dire que grâce au texte, je peux voir un peu plus de l'ensemble de la publication. Je peux voir les images, la sémantique, etc. Cela veut dire que je peux utiliser un lecteur d'écran ou bien une parole, du texte à la parole pour transformer l'audio ou bien je peux lire le contenu. Et ici, Access Mode Sufficient est une option qui donne d'informations importantes. Et ici, maintenant, on a les métadonnées EPUB pour l'accessibilité. On voit aussi comment avoir accès à d'autres informations. Donc, l'outil dit DC Terms ou DC Terms Conforms to. Donc, on voit la conformité ici. On voit le certificateur de la publication et on voit le certifier credential et le certifier report. Et on voit une extraction des métadonnées d'un dossier EPUB. Utilise normalement le dossier OPF ou une publication OPF. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'édition d'une publication EPUB. Vous voyez qu'il y a différentes informations et au sein de ce dossier-là, vous avez quelques points limités. Et comme vous pouvez le voir ici, dans ces cas, si vous utilisez les métadonnées en utilisant l'élément méta et dans le meta property, vous identifiez le champ. Donc, schema access mode et vous allez voir la valeur ici. Et le schema access mode, c'est textual et on peut avoir l'aspect visuel aussi. Et on voit meta property égale à schema access mode et puis visual meta. Et dans ce cas-ci, la référence nous mène à ce lien-ci. Et vous allez avoir ces informations à la fin du webinaire.
Alors, comment pouvons-nous créer des métadonnées d'accessibilité? Il y a deux outils qui pourraient nous aider. Premièrement, c'est Smart par Daisy. C'est un outil numérique où on commence par ACE et on parcourt une liste de contrôles pour vérifier le rendement et la performance. Et il y a deux onglets, un onglet de découverte, Discovery, et on peut voir les métadonnées EPUB. Il y a le texte alternatif, et moi j'utilise ARIA. Et il y a les dangers. J'ai pas de danger ici pour ce qui a trait au mode d'accès textuel et visuel et mode d'accès suffisant. Je clique sur textuel et après, je vois le résumé d'accessibilité. Quand je clique sur générer, ça me génère ce code que je peux copier et coller dans mon EPUB. Donc, ceci m'aide. S'il y a une interface d'utilisateur, ça m'aide à générer les métadonnées. Et de manière similaire, sur l'onglet distribution, je peux choisir et dire que je suis conforme avec l'IA. Et normalement, il n'y a que l'IA qui a l'autorisation d'utiliser ce code. Tout dépend du système d'assurance qualité. Et je peux voir la publication 101, j'ai la table des matières, j'ai les textes alternatifs, etc. Et je suis conforme avec WCAG version 2 et level double A et je peux cocher sur les autres champs et par la suite, je clique sur générer. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai tous les tags ici et vous pouvez les copier. J'ai tous les mots-clics que vous pouvez copier et publier en fonction de votre public. Donc, vous pouvez déterminer comment créer ces mots-clics. Et Smart by Daisy vous permet de créer des métadonnées manuellement, mais il faut apprendre à l'utiliser et investir du temps. Je vais vous montrer un autre outil. C'est pas l'interface d'utilisateur, mais c'est un outil intéressant qui a été développé par la Fondation Ridium, qui normalement met sur pied des solutions de lecture. Et ceci avait été mis sur pied pour les applications de lecture et en tant qu'outil de fonctionnalité afin d'aider à générer une partie des métadonnées en fonction du dossier. Mais c'est pas capable de générer des métadonnées, mais pour certains, ça peut le faire. Et quelque chose que vous pouvez mettre dans la ligne commune. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. OK. Et j'ai fait mon script ici. Et on voit ici que pour la publication, c'est pas une métadonnée d'accessibilité. Vous pouvez voir les scripts ici. Euh, je peux utiliser Access Mode Visual pour mes métadonnées et la table de matière de Accessibility Feature. Et ces deux options-là sont disponibles. C'est vrai qu'il y a plusieurs limites aussi, mais certainement, c'est un bon point de départ. Surtout si vous ne savez pas comment ou par où commencer en termes de métadonnées pour vos publications. Mais vous devez faire attention et vous devez vous soucier de de vos données parce que nous voyons plusieurs erreurs dans les publications que nous validons. Et quelles sont les erreurs les plus courantes? Premièrement, on voit les métadonnées d'accessibilité qui ne reflètent pas le contenu du fichier accessible, tel que dans les métadonnées d'accessibilité, c'est pas les bons points qui sont utilisés. Et ici, par exemple, la présence d'éléments dans un livre numérique non répertorié dans les métadonnées accessibles, par exemple la table des matières ou la liste des pages. Donc, c'est un point très important à noter
ou l'absence de métadonnées sur la conformité des spécifications. Mais il manque la conformité de métadonnées. Et nous voyons aussi le résumé d'accessibilité qui nous dit donc l'indication dans les métadonnées du résumé d'accessibilité qui ne sont pas répertoriées dans les métadonnées lisibles par machine. Et l'information qui est inclue ou divulguée dans le résumé ne suit pas nécessairement le répertoire, donc n'est pas répertorié, même si le contexte est disponible, mais l'aspect de alt text n'est pas là. Et c'est une honte parce que on dirait que on dit quelque chose dans une langue en particulier mais cela n'est pas interprété par la machine. Et pourtant, on peut faire pareil grâce à un code. Et cela va nous ouvrir et nous donner accès à un plus grand public. Et maintenant, passons à comment distribuer des métadonnées d'accessibilité. Comme j'ai mentionné, nous avons ici deux méthodes pour la même information. On a commencé avec les métadonnées Onyx et on a aussi vu les métadonnées EPUB. Et les informations sont pratiquement pareilles. On a vu un chevauchement entre les deux formats. Et les métadonnées Onyx sont normalement distribuées tout au long de la chaîne d'approvisionnement sans être liées au fichier. Donc, vous devez parler à votre agrégateur ou au distributeur numérique pour leur demander comment vous fournir les métadonnées d'accessibilité dans Onyx. Et par la suite, vous allez pouvoir les redistribuer aux clients. Pourquoi? Et pourtant, les métadonnées EPUB sont normalement intégrées dans la publication et accompagnent le fichier. Et pourquoi c'est important d'avoir ces deux métadonnées? Parce que normalement, les systèmes de bibliothèques ou des petites librairies de livres numériques obtiennent juste des données quand un client ou un lecteur cherche à obtenir les données, car ils n'ont pas accès à ces métadonnées-là. Et pourtant, ici, vous pouvez suivre ces méthodes-là pour avoir accès. Et deux fois, peut-être votre publication est distribuée par un professeur ou peu importe, disant que la publication est gratuite. Nous n'allons pas violer la loi et les règlements et que dans ce cas-là, vous avez juste les métadonnées dans la publication. Mais c'est important car des fois, vous avez besoin de plus. Et un autre outil qui peut vous aider à intégrer les métadonnées dans votre publication, c'est Ace by Daisy. Je pense que c'est un outil que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez voir l'exemple ici à l'écran. J'ai quelques erreurs ici, mais disons que la plupart de ces erreurs portent sur les métadonnées. Et si vous partez dans les metadata, métadonnées à l'anglais, plus bas, vous verrez l'option modifier. Vous cliquez sur cette icône-là, vous allez voir l'éditeur. C'est la seule chose que vous pouvez modifier. Et ace, ici, généralement, est un point final, mais vous pouvez aller ici pour modifier les métadonnées d'accessibilité. Vous pouvez cliquer et choisir textual ou textuel, ARIA, et puis les dangers en matière d'accessibilité, vous cliquez sur aucun et pour les résumés, vous choisissez et pour les fonctions d'accessibilité, ici en bas, vous cliquez sur l'index et je vais ajouter une autre fonctionnalité d'accessibilité, c'est d'imprimer le numéro des pages. Et maintenant que c'est fini, je peux cliquer sur enregistrer ou sauvegarder et il va sauvegarder les métadonnées dans le EPUB. Ce n'est pas le EPUB. Vous devez faire autre chose pour vous aider, car encore une fois de plus, les métadonnées vérifient ce que vous avez. Et si vous cliquez sur métadonnées, vous cliquez sur l'onglet métadonnées, vous pouvez cliquer sur sauvegarder ou enregistrer.
et vous allez avoir accès aux fichiers. Et si vous utilisez Ace by Daisy, vous pouvez cliquer sur Modifier, vous incorporez les métadonnées et par la suite, vous cliquez sur Sauvegarder 2 fois pour obtenir la publication. Mais aujourd'hui, c'est une bonne journée. C'est la meilleure journée parce que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Après 2 ans de travail, plusieurs appels et courriels et échanges de courriels avec une petite équipe du consortium ABC et Daisy et Aria, avec eux, 2 excellentes personnes, Laura Brady et Richard Dorman. Nous avons travaillé avec Adobe pour inclure les métadonnées d'accessibilité dans l'exportation EPUB d'Adobe. Donc, vous ne devez pas nécessairement ajouter les métadonnées d'accessibilité après l'exportation EPUB. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd'hui et ça a été diffusé dans la nuit et c'est disponible dans la version 19.2 d'Adobe. Donc, vous devez mettre à jour votre Adobe. Je peux vous le montrer si vous allez dans Exportation et vous cliquez sur EPUB et vous descendez plus bas, vous cliquez sur Metadata ou Métadonnées. Vous allez avoir un nouvel onglet ici, Accessibility ou Accessibilité, et vous pourrez voir tout ce dont on a mentionné. Vous voyez toutes les fonctionnalités d'accessibilité ARIA, et index ML, les modes d'accès, Access Mode Sufficient, on clique sur textuel, et puis le résumé d'accessibilité, on voit que on choisit EPUB Accessibility WCAG 2.1 comme conforme, certifié par Fondation LIA et les détails du certificateur, OK. Et à l'intérieur de votre publication, vous allez voir toutes les données, toutes les métadonnées d'accessibilité. Alors, on applaudit très fort pour Adobe qui a mis sur pied cette fonctionnalité parce que ça va vraiment changer les choses pour toutes les maisons d'édition ou les éditeurs qui utilisent Adobe pour leur publication. Et ici, si on aurait eu ce webinaire hier, je n'allais pas être capable de vous montrer cet ajout et ce développement. Et je vous ai parlé de passer des métadonnées EPUB ou aux métadonnées Onyx, juste pour vous dire il y a une mise à jour que nous sommes en train de faire, un crosswalk. Et ici, on voit les métadonnées Onyx et les métadonnées EPUB. Alors, si vous avez un des métadonnées dans un ou deux des formats ou l'autre de format, vous pouvez voir la transformation ici, car ça va changer les choses énormément pour nous. Je pense qu'on n'a plus assez de temps, mais je vais vous parler de comment ça fonctionne et je vais vous montrer différentes manières de créer des métadonnées et comment insérer les métadonnées dans vos publications. Et la question qu'on pose toujours, c'est liée à comment est-ce que on peut automatiser cette tâche. La réponse est oui, oui, nous avons un système complet qui est capable d'évaluer la qualité d'accessibilité d'une publication précise. Et le résultat, quand on l'obtient sans les métadonnées, car c'est la meilleure façon pour nous de vérifier. Et comment cela fonctionne? On utilise des outils automatiques tels que le EPUB Check, ACE et d'autres outils que nous avons développés manuellement. En utilisation des outils automatisés pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur courante. Donc, ça fait à peu près 20% du travail. Et après, on fait une assurance de qualité manuelle du contenu pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'accessibilité et on obtient un résultat d'à peu près 80%. Et en effectuant ces tâches manuelles,
En faisant cette assurance de qualité manuelle, on met sur pied une liste de vérifications pour cerner les problèmes d'accessibilité et les caractéristiques. Et ceci nous permet de voir les métadonnées d'accessibilité. Donc, c'est un résultat automatique de notre travail, de notre flux de travail. Et en le distribuant, je vais vous montrer ici sur Media Library. Voici le site. Désolé, c'est en italien. C'est la plateforme numérique de bibliothèque la plus utilisée en Italie et vous pouvez voir les livres numériques accessibles. Vous pouvez cliquer ici pour voir tous les différents livres qui sont accessibles en ligne. Il y a à peu près 20 500 sur la plateforme. Nous avons plus de 30 000. Et si vous cliquez sur un livre en particulier, vous verrez ici l'étiquette LIA. Et si vous cliquez sur l'étiquette LIA, vous allez obtenir les caractéristiques d'accessibilité et toutes les informations sur les métadonnées d'accessibilité. Et on a travaillé sur cette page-ci avec un nouveau concepteur. Et c'est là un exemple de comment on fonctionne en Italie. Et comme Christina l'a mentionné, nous travaillons avec le consortium de World Wide Web pour trouver une façon commune d'afficher des métadonnées d'accessibilité. On a eu un appel il y a quelques heures. On a des appels chaque 2 semaines. Nous faisons un énorme travail et on espère voir les résultats. Et qu'est-ce qu'on a proposé? C'était de grouper les métadonnées avec plus de valeur et on peut les regrouper de manière sémantique pour identifier un nom commun pour le groupe et identifier une description textuelle pour expliquer aussi de manière non technique ce qu'on veut dire par ces métadonnées précis. Et nous avons commencé avec quelques maquettes et les gens n'étaient pas certains si on pouvait utiliser différents liens. Et on a travaillé avec le designer pour nous aider à faire quelques maquettes avec les métadonnées d'accessibilité. Et par exemple, voici une librairie italienne avec un livre. Voici quelques maquettes. Ce ne sont pas des données réelles. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons trouvé comment ajouter les statistiques et les textes pour donner des renseignements et des informations d'accessibilité aux utilisateurs. Et ici, c'est pratiquement la preuve de concept sur laquelle nous travaillons en ce moment. Voici l'ébauche de comment nous allons diffuser ou afficher les métadonnées d'accessibilité sur le site. On a 6 différents groupes, la conformité. Et en vertu des spécifications, on a le mode de lecture et les détails du contenu. On a le résumé de l'accessibilité et ça va nous parler des métadonnées et on a aussi des renseignements complémentaires sur l'accessibilité, les publications et autres. Et on veut aussi nous rassurer que la lecture non visuelle soit entièrement prise en charge. On a des fichiers audio préenregistrés, on a les réglages visuels et autres. Et on veut aussi avoir l'équivalent du texte et des images disponibles en parole synthétique et en braille. Ceci est basé sur les spécifications internationales que nous prenons en considération. Alors, si vous souhaitez développer une interface d'utilisateur en prenant en considération les métadonnées d'accessibilité, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre les directives ou les lignes directrices de l'expérience des utilisateurs internationales.
Et ici, on veut avoir une apparence et une expérience d'utilisateur uniforme à travers les différentes plateformes. Et si jamais vous trouvez quelque chose qui ne répond pas à vos besoins ou qui n'est pas uniforme, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ouverts à tout le monde et nous serons ravis de travailler afin de développer et voir comment améliorer les spécifications et l'accessibilité. Et le dernier, mais pas le moindre, que faire si votre publication n'est pas accessible? Alors, si on se dit que non, c'est pas un bon signe, c'est pas une bonne voie à suivre. Et vous savez, au moins pour la loi sur l'accessibilité en Europe, il y a quelques exceptions et nous travaillons avec le W3C et les éditeurs pour être capables d'exprimer ces exceptions via les métadonnées. Et de cette manière, un éditeur pourra dire, OK, cette publication n'est pas accessible parce que je l'ai acceptée ainsi. Et c'est tellement important d'un point de vue juridique et du point de vue des utilisateurs. Donc, les trois exceptions qui du point de vue de l'acte législatif européen sur l'accessibilité, voici les exceptions. Et on veut voir ici le fardeau disproportionné, modification fondamentale et micro-entreprise. Et on peut nous attarder là davantage lors de la période questions-réponses. Et deux fois, on voit que c'est difficile de rendre une publication précise, accessible, surtout en vue des projections attendues. Et modification fondamentale veut dire que si on doit rendre une publication accessible, il faut entièrement changer la publication et normalement, pour la plupart des publications, ce n'est pas le cas. Et micro-entreprise, cela veut dire que il y a un roulement annuel de moins de 2 millions d'euros et ou moins en termes d'employés. Donc, voici les trois exigences pour avoir des exceptions. OK, et comme je l'ai mentionné, nous avons deux façons d'exprimer. Donc, les métadonnées Onyx et EPUB ont toutes deux défini des moyens d'indiquer qu'une publication donnée n'est pas accessible. Alors, je vous suggère vraiment de suivre ces deux normes que nous avons mises sur pied. Et il se pourrait que vous posez la question dans les questions-réponses. Vous allez peut-être vous dire pourquoi j'ai parlé de Onyx et EPUB en termes de métadonnées et pas de Mac. On voit parce que le travail dans Mac commence maintenant. Nous sommes impliqués dans Mac pour aider la communauté à ne pas nécessairement réinventer la roue, mais à d'adopter une partie du travail qui est déjà disponible, mais en ce moment-ci, on ne sait pas nécessairement comment exprimer les métadonnées d'accessibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé plutôt des métadonnées d'accessibilité dans EPUB et Onyx seulement. OK, je pense que il est 14 heures, heure normale de l'Est. On a quelques minutes pour les questions. Merci, Grégoria, c'était excellent. Je pense que nous avons une question sur la nouvelle fonctionnalité dans InDesign et félicitations. Je sais que si vous avez effectué un travail énorme. J'étais à Toronto la semaine dernière et on a eu des mises à jour sur le travail que vous faites. Et la question donc posée ici, c'est est-ce que vous pouvez aussi sauvegarder les métadonnées d'accessibilité en PDF à partir de InDesign ou juste EPUB? Non, c'est juste EPUB. Nous produisons des PDF accessibles, mais pour les métadonnées d'accessibilité en PDF, c'est quelque chose qui fonctionne en ce moment du point de vue des normes et
mais c'est pas encore disponible car c'est relativement nouveau. OK, merci. Et la prochaine question ici est de savoir quel est le meilleur processus pour un EPUB qui a été rendu accessible après sa publication, ou est-ce que vous publiez cela en tant que nouvelle version, ou c'est juste une mise à jour de métadonnées Onyx? C'est une très bonne question. Je pense que la meilleure chose, c'est de poser la question à votre distributeur. Et je pense que ça dépend aussi de comment la chaîne d'approvisionnement fonctionne. Est-ce que la chaîne d'approvisionnement est capable de gérer les mises à jour ou les métadonnées d'accessibilité? Oui, ça dépend de la chaîne d'approvisionnement. Deux fois, c'est mieux d'avoir un new SBN, un nouveau SBN, ou de publier la nouvelle version. Et deux fois, c'est juste une question d'ajuster le problème d'accessibilité. Et deux fois, on peut avoir une nouvelle version sans un nouveau SBN. Et deux fois, c'est correct. On n'a pas nécessairement besoin que l'éditeur applique un nouveau SBN pour la version accessible, et tout dépend de comment les consommateurs des métadonnées vont réagir face à cela. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Christina, est-ce que vous aviez des commentaires que vous souhaitiez ajouter? J'aimerais ajouter une information. Je crois que c'est peut-être complexe à calculer. Tout doit être calculé en comparaison avec les gens en situation de handicap. Donc, ce n'est pas parce que c'est- cela coûte trop cher ou... mais je pense qu'il faut considérer le revenu de la compagnie en général. Et je ne pense pas que ce devrait être invoqué. En fait, il s'agit d'une requête, ce n'est pas un fardeau. Donc, vous devez préparer la documentation, faire les calculs. Mais s'il y a une demande, il faut démontrer comment le tout est évalué. Oui, c'est utile. Oui, en effet, ce n'est pas seulement par rapport au fait d'avoir à gérer le problème. La loi s'applique dans certains secteurs comme celui-ci ou alors l'altération. Ce n'est pas spécifique à l'édition et au domaine de l'édition. Cela peut s'appliquer aux banques, aux guichets automatiques, à différents éléments, des produits, des services. Donc, tout cela doit être conforme avec la loi. Donc, ainsi, il faut comprendre ce qui est considéré dans ce qui se retrouve dans le domaine de l'édition, car cela inclut les directives quand on parle, bien sûr, du fardeau. Oui, bien sûr, ce n'est pas seulement par rapport au livre en soi. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Grégorio, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant? Ah, je vois qu'il y a une autre question. Donc, la question est de Heather. Une charge disproportionnée serait-elle plus susceptible de s'appliquer à une liste d'ouvrages en souffrance dont seuls quelques exemplaires sont vendus? Cette question est pour Christina, je crois. Oui, si le coût est était trop élevé, mais vous devez le prouver. Il faut être prêt à le prouver, donc. On ne doit pas simplement dire, ah, je ne l'ai pas parce que c'est trop cher. Il faut expliquer le pourquoi derrière cette décision. On peut dire, par exemple, que c'est davantage relié aux produits qu'aux services. Mais si un livre
par exemple, mis en page de façon complètement différente. Par exemple, s'il y a beaucoup d'images, il faut qu'il y ait une description alternative également. D'accord, merci. Oui, il y a un autre élément à considérer par rapport à la loi de l'EAA. C'est par rapport au marché. Nous le verrons peut-être dans les 5 prochaines années. Nous verrons comment les gens vont répondre à cela lorsqu'on se sera mis en application. Donc, souhaitons-le, il y aura davantage de recherches d'ici là, qui sera faite. Je crois que c'est notre dernière question. Je vois qu'il est 4h05, 2h05 plutôt. Ah, il y a une autre question sur les marchés. La majorité du pays a mis en place des lois. La plus grande différence relève des autorités, puisque chaque pays possède sa propre autorité. Et de plus, il y a les pénalités. Combien vous allez devoir payer si vous ne vous conformez pas à la loi? Cela peut différer également, car ce n'est pas relié aux publications numériques. C'est par rapport à la loi en soi. Donc, c'est un autre choix qui peut être effectué. Mais l'interprétation était similaire. Le plus important élément de la loi demeure le même dans la majorité des pays. Ah, allez-y. Non, je crois qu'il y a une autre question. Dans le clavardage. Je ne vois pas de clavardage. Un instant. Ah oui. Donc, comment est-ce que la mise en application sera faite sur les produits canadiens importés? Bon, pour expliquer. La loi protège le client européen. Donc, si un individu informe les autorités que le contenu du service n'est pas conforme, les autorités compétentes vont informer ou demander au propriétaire du service à ce qu'il y ait un changement et que le produit soit conforme, que ce soit, disons, d'ici une semaine, un mois, un jour. Et s'il n'y a pas de conformité, eh bien, à ce moment-là, il y aura une pénalité. Je, ne- je pense qu'on parle de produits vendus en Europe. Ce n'est pas par rapport aux droits d'importation ou quelqu'un qui fait un envoi en votre nom, car nous parlons toujours de contenu numérique. C'est là-dessus que nous nous concentrons. Ce n'est pas un livre imprimé, par exemple. Bien sûr, oui. Est-ce que certains pays ont déjà commencé la mise en application des directives? La plupart des pays européens ont une mise en application. Pas tous, mais une grande partie. Ah, c'est une bonne chose. C'est parce que 2025 est la date limite. Oui, bien sûr, mais il y a toujours des retardataires, évidemment. Mais les plus grands pays ont déjà entamé la mise en application. Très bien. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. D'accord. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui font un excellent travail. Je vois qu'il y a
de l'excellent travail qui a été fait dans les différents marchés. Et nous sommes très enthousiastes par rapport à ce qui a été discuté lors du sommet au Canada, mais c'est toujours très intéressant de voir ce qui se passe et bien sûr de voir le travail effectué dans les différents marchés. Cela crée de la sensibilisation et, souhaitons-le, nous pourrons en faire davantage dans le futur. Nous pourrons ainsi aller de l'avant. Nous vous tiendrons informés quand la brochure sera disponible pour ces deux webinaires. Ce sera envoyé avec nos canaux de communication habituels. Donc, restez à l'affût. Il y aura davantage d'informations à venir. Et bien sûr, l'enregistrement du webinaire sera disponible sur notre site web bientôt pour que vous puissiez le réécouter si nécessaire et réécouter certains trucs par rapport au code. J'espère que ça vous sera utile. Je veux vous remercier de vous être joints à nous. Merci à Gregorio, Christina, merci à nos interprètes. Je ne sais pas comment vous faites pour travailler de la sorte, mais félicitations. Merci à COP également. Comme d'habitude, nous souhaitons obtenir vos commentaires. Donc, nous enverrons un lien vers notre sondage. C'est également un PDF accessible. Donc, si vous voulez nous offrir de la rétroaction sur le webinaire, ce serait très utile pour nous. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite un excellent après-midi et ou une bonne soirée. Et nous nous reverrons très bientôt. Merci.